Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal hebdomadaire d'actualité religieuse. Au programme ce soir, les JMJ de Rio, le jubilé de la conférence épiscopale de Suisse et un rassemblement de prières pour la Syrie. Nous parlerons aussi des gardes à vue des opposants au mariage pour tous, de l'enseignement catholique et du gender, sans oublier le parvis du cœur de Marseille qui vient de commencer. En ce temps de déclaration de revenus, plusieurs d'entre vous ont bien en tête l'expression quotient familial. Il vient d'être revu à la baisse par le gouvernement. Nous en parlerons avec Jean-Marie Andrès, vice-président des associations familiales catholiques. Bonsoir et merci d'avoir accepté de notre invitation. Et avec Antoine Nouis, directeur de la rédaction de Réforme. Bonsoir. Bonsoir. Commençons par l'événement historique de dimanche dernier. Une adoration eucharistique planétaire et simultanée a eu lieu pour la première fois dans l'histoire de l'Église. Une adoration qui s'est déroulée dans les cathédrales, mais aussi en paroisse et dans les congrégations religieuses. Comme ici à Rome, à Jérusalem et à Montréal, où pendant 1 heure, les catholiques ont prié à l'intention de l'Église et du monde souffrant. Chaque année, depuis 1997, les jeunes Polonais se rassemblent à Lednica, lieu du premier baptême de la Pologne, en l'an 966. Une partie de la jeunesse polonaise, parmi les 30% qui va encore à la messe dominicale, résiste donc à la sécularisation croissante du pays. Dans le registre jeunesse, les moins âgés d'entre vous savent bien que les JMJ de Rio approchent. 1,5 million de personnes entre 14 et 32 ans devraient finalement participer à ces journées mondiales de la jeunesse qui se tiendront fin juillet au Brésil. Des bénévoles français sont déjà sur place. Rencontre avec Vianney qui est logé chez des Carioca. Bonjour, je suis Vianney Damon, volontaire pour les JMJ Rio 2013. 8 heures, la famille Carioca qui accueille Vianney est déjà partie au travail ou à l'école, mais pour lui c'est encore l'heure du petit déjeuner. Arrivé à Rio en début d'année, il avait besoin de changer d'air. J'ai fait une thèse de physique où je suis resté enfermé dans un laboratoire 3 ans. Quand même, il me manquait déjà une certaine jeunesse, et une certaine joie de vivre que je ne trouvais pas dans ce laboratoire, je m'enfermais. Et aussi une foi, ils n'ont pas la foi, et une espérance. Comme tous les matins, Vianney prend le métro pour rejoindre le COL, le comité local d'organisation, l'organe responsable de toute l'organisation des JMJ. Au milieu de dizaines d'autres nationalités, Vianney s'occupe de répondre par mail aux angoisses des personnes inscrites en français, portugais et anglais. Si 80% des mails sont en portugais, témoin de la forte mobilisation des Brésiliens, il observe depuis quelques mois une montée en puissance de l'espagnol. Au début, c'était majoritairement portugais, bien sûr, mais va arriver à cause ou grâce de l'élection du pape argentin une marée humaine d'hispanophones. Des jeunes qui viennent voir le pape, mais qui ne manqueront pas de découvrir Rio, comme Vianney, qui pour la première fois monte en haut du Corcovado pour admirer le Christ rédempteur qui surplombe la ville. Pour moi, ces JMJ, ça va représenter surtout un formidable message d'espoir. On est dans un temps de crise, c'est pas évident. Avec la crise économique, je pense que c'est une crise spirituelle aussi, et une crise morale. Et montrer que malgré tout, la joie prime. Et peut-être que le monde va chercher à trouver le secret de ces jeunes heureux. Et que peut-être il va rencontrer Jésus à ce moment-là. On n'oublie pas les 2 prélats orthodoxes enlevés à Alep en Syrie le 22 avril dernier. Dimanche dernier, place du Trocadéro, un rassemblement silencieux de prières a été organisé pour eux par la communauté orthodoxe d'Orient. On croit savoir que ces 2 évêques ont été enlevés alors qu'ils tentaient de faire libérer 2 autres prêtres. De tels rapts sont monnaie courante là-bas. Près de 5000 personnes ont été ainsi enlevées par l'un ou l'autre des belligérants ou par des brigands qui profitent de l'instabilité du pays pour s'enrichir. Les violences envers les avocats, journalistes, médecins, mais aussi les prêtres se multiplient dans certaines régions des Philippines, comme dans l'île de Mindanao, à tel point que l'État lui-même vient de permettre à toutes ces personnes de porter des armes. La conférence épiscopale du pays a réagi en s'y opposant avec fermeté. Les prêtres se doivent d'être non violents. Nous recevons donc notre protection des saints anges et non pas des armes. Dimanche dernier, la Confédération helvétique a fêté le jubilé de sa conférence épiscopale. La messe, point culminant de la journée, a été dite à l'abbaye d'Einsiedeln, dans le canton de Schwyz. C'était un jour de fête pour l'Église suisse. Les évêques des 6 diocèses étaient présents pour rendre grâce pour les 150 ans d'existence de leur conférence épiscopale. En Suisse, l'État fédéral est sécularisé et mis à part les cantons de Genève et de Neuchâtel, les liens entre Église et État sont assez forts. D'ailleurs, une représentante de l'État fédéral était présente à la célébration.
Les églises sont là aussi pour donner une certaine orientation, donner des valeurs. Et je pense que c'est pour cela qu'on a des thèmes assez difficiles. On est en dialogue avec les églises, c'est important pour la société naturelle, mais aussi pour la politique. Dans un pays marqué par sa grande diversité linguistique, religieuse, ethnique, il est du devoir de la conférence des évêques de s'engager pour l'unité de l'Église, que ce soit entre évêques ou avec des fidèles. C'est ce qu'a rappelé Monseigneur Marcus dans son homélie. D'ailleurs, un chœur d'enfants et de jeunes venus de toute la Suisse a animé cette messe. 26 cantons, ça signifie vraiment 26 cultures chez nous, ce ne sont pas des divisions administratives. Nous essayons beaucoup en tant qu'évêques, et nous sommes heureux de nous retrouver 4 fois par année pendant 2 jours et demi chaque fois, de parler en commun. Et la manifestation d'aujourd'hui en est un exemple. Nous montrons l'unité entre nous pour encourager l'unité de tous les fidèles. À la fin de la célébration, une stèle commémorative a été inaugurée devant la basilique et tous les fidèles ont pu se retrouver accompagnés par de la musique folklorique. En Belgique, un successeur a été nommé à l'évêché de Liège 7 mois après la renonciation à sa charge de Monseigneur Aloïs Jousten. À 75 ans, celui-ci a atteint la limite d'âge. Vendredi dernier, Monseigneur André-Joseph Léonard, président de la conférence épiscopale du Plat Pays, a présenté à la presse ce nouvel évêque, le père Jean-Pierre Delville. Ce professeur d'histoire du christianisme à l'Université catholique de Louvain a mis en avant son expérience de prêtre, d'enseignant et son appartenance à la communauté Sant'Egidio. Et si la demande du pape François lui a causé une certaine frayeur dans un premier temps, il garde confiance, comme il a expliqué aux médias catholiques de Belgique. Mon deuxième sentiment est la confiance. Au sens où je me dis que je suis porté par d'autres, je suis porté par ma propre expérience aussi, évidemment, je suis porté par l'Esprit Saint. Bref, je ne suis pas isolé et dans ce sens-là, je me dis que je passe de la frayeur à l'espérance. Les défis qui m'attendent, c'est évidemment l'annonce de l'Évangile dans le cadre d'aujourd'hui, la transmission de la foi. Il y a un contenu de la foi qui est fondamental, il doit être transmis. Ces formes peuvent être relativement différentes. Il y a des gens qui s'expriment de manière plus traditionnelle, il y en a qui préfèrent une manière plus nouvelle. Je pense qu'il faut, dans notre Église d'aujourd'hui, être sensible à la pluralité des options, au respect des autres, et donc à un dialogue intérieur, pour être au service d'une parole qui est une parole de vie. Son ordination épiscopale aura lieu à la cathédrale le 14 juillet prochain. Autour de 15h donc, attention au célèbre bouchon de Liège. Revenons sous nos latitudes. Le week-end dernier à Pontmain, le procès en béatification de l'abbé Guérin a été ouvert. C'est lui qui était le curé de Pontmain lors des apparitions mariales de 1871. Une figure exceptionnelle selon Monseigneur Scherer, évêque de Laval. Un modèle par sa capacité à se sacrifier pour ses frères, d'après Monseigneur Le Sceau, évêque du Mans. Juin est le mois des mariages et des ordinations. Sur Internet aussi, le sacerdoce est à l'honneur ce mois-ci. Après le succès d'Adopte un cardinal, voici Adopte un futur prêtre, un nouveau site créé par le diocèse de Paris et mis en ligne avant-hier soir. Les internautes qui le voudront peuvent s'engager à prier quotidiennement pour les prochains ordonnés. Tous se retrouveront le jour de l'ordination et de la première messe. En bref, ce mardi 4 juin à Paris, un clip musical a été tourné à l'intérieur de la chapelle du Val-de-Grâce, sans l'aval de l'aumônerie militaire. Dans un communiqué, Monseigneur Ravel, évêque aux armées françaises, a déclaré « Une nation s'affaiblit à se fondre dans l'irrespect du sacré, par jeu ou par intérêt. Car le respect est la force des nations. Et la source du respect, c'est l'humilité devant ce qui nous dépasse. » Retour au débat français. À la dernière manif pour tous, 231 personnes ont été placées en garde à vue. Le lendemain, lors de la visite de François Hollande au lycée Buffon à Paris, 97 personnes ont été interpellées, dont cette jeune mère de famille, manifestante de circonstance, qui allait chercher ses enfants à l'école. Ce qui m'a surtout choquée, c'est que je n'ai eu aucune explication. Je ne sais pas pourquoi on m'a arrêtée. On m'a pas jamais demandé de partir, parce que sinon je me serais exécutée. Mais on ne m'a pas demandé de partir. On ne m'a pas demandé ma carte d'identité sur place. Rien. Enfin, on m'a juste fait monter dans le bus surchauffé dans lequel il y avait déjà une petite cinquantaine de personnes. J'ai eu aucune explication ni à ce moment-là, ni en ressortant. Je ne suis pas décidée à baisser les bras. J'ai saisi un avocat et je compte bien porter plainte et aller jusqu'au bout. Il y a un vrai scandale judiciaire qui est lié au fait qu'on procède depuis plusieurs semaines à l'égard de gens qui manifestent contre le mariage pour tous à des interpellations, des contrôles, des gardes à vue
en nombre et à l'aveugle. Nous considérons qu'au cas précis, ces proportions ne peuvent pas ressortir du simple hasard, que ça n'est pas par hasard qu'on a 250 interpellés pour finalement 10 condamnés, que ça résulte une fois encore d'une instrumentalisation, en tout cas que ça n'obéit à aucun impératif judiciaire, et par conséquent, à partir du moment où on se sert de la justice pour autre chose que pour les impératifs judiciaires, eh bien, on est dans une forme de manipulation, et en tout cas, à notre sens, d'une faute du service public de la justice. Présent dès la première heure au sein du collectif La Manif pour tous, Tugdual d'Herville donne son avis sur ces arrestations perçues comme arbitraires. Toutes ces gardes à vue qui s'accumulent par centaines, elles ont l'objet finalement de montrer de la part des pouvoirs publics que nos manifestations sont dangereuses pour la démocratie. Et tous ceux qui sont arrêtés arbitrairement sont arrêtés pour être intimidés. Et nous disons que nous voulons les protéger en leur fournissant les éléments juridiques pour se défendre, en leur fournissant s'il le faut les moyens pour qu'ils ne soient pas injustement brimés par le pouvoir en place. Et sur ce site, donc libertépourtous.fr, il y aura cette capacité de se retrouver plutôt que d'être isolé et d'être soumis finalement au totalitarisme du pouvoir qui décide le nombre d'arrestations qu'il veut. Bien sûr, il ne s'agit pas de cautionner des violences, je le redis, mais par contre de ne pas accepter d'être arbitrairement arrêté par le pouvoir en place. Alors, nouveau sujet qui mobilise, la théorie du genre. Cette semaine, 200 magistrats venus de toute la France ont été convoqués à Paris par la garde des Sceaux, Christiane Taubira, pour suivre un stage. 2 jours de formation portant sur les discriminations commises à raison de l'orientation sexuelle ou de l'identité de genre. Un nouveau moyen de diffuser l'idéologie du gender au nom de la lutte contre l'homophobie qui n'est pas du goût de tous les magistrats. Dossier à suivre. Alors que le ministre de l'Éducation nationale, Vincent Peillon, a présenté son projet de refondation de l'école, l'enseignement catholique a tenu sa convention annuelle à Paris la semaine dernière. En toile de fond, son nouveau statut, voté et adopté par les évêques le 18 avril. Son actuel directeur et un enseignant nous présentent les spécificités de l'enseignement catholique en France. Ils étaient présents au Parc Floral où se tenait cette convention nationale. Ce qui constitue le catéchisme, si j'ose dire, de l'école catholique, c'est le fait que l'éducation doit passer avant l'instruction. Que ce qui est au cœur de ce que nous sommes, c'est le souci de faire grandir des personnes. C'est au nom de cette conception de la personne que nous construisons tout. Cette conception chrétienne de la personne, que nous construisons toute notre proposition éducative. Effectivement, le métier d'enseignant aujourd'hui ne peut pas être réduit à la transmission, ni au domaine d'expertise. On est vraiment dans l'accompagnement. Et cet accompagnement-là, c'est un accompagnement à la fois didactique, pédagogique, mais humain, un accompagnement citoyen, un accompagnement aussi qui est de l'ordre de la bienveillance et du discernement à avoir auprès des élèves. Effectivement, on dispose d'une grande liberté d'initiative pédagogique. Il suffit de mettre les choses au clair et ce n'est pas des dossiers administratifs, ce n'est pas des demandes de budget énormes. Ça se met en place assez rapidement et on arrive à coopter les choses et les synergies. Paris n'est pas une ville musée. De nouveaux quartiers continuent à voir le jour, comme celui de la nouvelle ZAC Clichy-Batignolles, dans le nord de la capitale. C'est là qu'a été posée la première pierre de la maison Ozanam, qui ouvrira ses portes courant 2015. Une maison de quartier, de prière, qui aura pour vocation de créer du lien social entre les différentes populations locales. Explication. C'est un des derniers endroits de Paris où se crée un quartier nouveau. Il y en aura peut-être encore dans l'Est parisien, mais c'est très important que les chrétiens prennent les moyens d'assurer leur présence et leur visibilité au cœur de cette cité, et de mettre en œuvre les moyens de la prière et de la rencontre avec les populations qui vivront ici ou qui viendront ici pour travailler. Cette maison, elle a un sens ici en particulier parce que la ville se construit et que quand une ville se construit, l'espace pour le silence et la paix est absolument indispensable. Il y a un monde fou de toute race, langue et nation, comme à Jérusalem au jour de la Pentecôte. L'amitié touche et donc cette maison est un lieu vraiment d'accueil, et notamment pour les familles. Les enfants, les jeunes, les parents, les personnes seules, nul n'est sans famille. Voilà, pour que les familles puissent vraiment se retrouver et créer des liens d'amitié. Enfin, cette semaine à Marseille, le Parvis du Cœur se tient du 5 au 8 juin. Nous avons demandé au père Xavier Manzano, directeur adjoint de l'Institut des sciences et théologie des religions, de nous préciser de quoi il s'agit. Alors à Marseille, nous avons infléchi, disons, le Parvis des Gentils en Parvis du Cœur, parce qu'on ne fait rien comme les autres, évidemment. Le cœur, si vous voulez, au sens biblique, c'est à la fois le siège de la pensée et le siège de l'affectivité.
Voilà. Et donc, il nous semblait que précisément, ce qui permet aux personnes, qu'elles soient croyantes ou non, et de différentes obédiences spirituelles, différentes obédiences religieuses, de communier et de discuter ensemble d'une manière qui soit très rigoureuse, siège de la pensée, c'était aussi de communier un même amour de l'être humain, d'arriver à une vision de plus en plus approfondie de cet être humain pour sauvegarder sa dignité, le sauver de tous les dangers et contribuer à une vision toujours plus forte et profonde de ce qu'est un être humain et pour nous chrétiens, un être humain appelé à Dieu. Dès 18h30 demain, vous pourrez suivre les Vêpres et la messe du Sacré-Cœur en direct de Marseille sur notre antenne. Une célébration suivie par une émission spéciale Parvis du Cœur qui sera présentée par Étienne Leraillère dès 20h40. Alors, la semaine dernière, Jean-Pierre Denis, le directeur de la rédaction de La Vie, vous l'avait promis sur ce plateau, son numéro porte bien sur la franc-maçonnerie. À l'intérieur, vous trouverez aussi une page sur le gospel des Balkans chanté par Rona Hartner, artiste que nous avons reçu sur KTO récemment. Famille chrétienne attire cette semaine notre attention sur une personnalité méconnue, Léonie Martin, la sœur rebelle de Sainte Thérèse. Vous trouverez aussi à l'intérieur du magazine un article sur l'abbé Franz Stock, géant du sacerdoce. Du côté du pèlerin, la une fleur bon le pastis avec la Bonne Mère qui trône sur le clocher qui domine Marseille. À l'intérieur, vous trouverez de belles images sur les 4 basiliques de la ville vues du ciel. À noter ce reportage sur les différentes communautés chrétiennes d'Orient regroupées dans la cité phocéenne. La couverture de France Catholique rappelle la très belle exposition sur les trésors du Saint-Sépulcre visible à Versailles. Dans son éditorial, Gérard Leclerc fait des liens entre mai 68 et mai 2013. Enfin, cette semaine, Réforme invite ses lecteurs à se pencher sur l'Iran, un pays complexe, à l'influence réelle et où des élections vont se tenir à la mi-juin. Voici le temps d'ouvrir notre dossier de la semaine. Un dossier que nous ouvrons avec Jean-Marie Andrès, vice-président des AFC, et Antoine Nouis, directeur de la rédaction de Réforme. L'État cherche de l'argent frais. Il a été question à un moment de réduire les allocations familiales, mais c'est finalement le plafond du quotient familial qui a été abaissé. De quoi s'agit-il en fait? Très simplement, on pouvait avoir jusqu'à 2 000 € de réduction d'impôt par demi-part. Ces 2 000 ont été ramenés à 1 500. En d'autres termes, ça veut dire qu'il y a plus de foyers qui vont être plafonnés. Et ça veut dire en moyenne, pour une famille avec un enfant qui aura 42 € par mois d'impôt en plus, pour une famille avec 2 enfants, 83 € par mois d'impôt en plus, 3 enfants, 167 €, 4 enfants, 250 €, etc. etc. Ça concerne beaucoup de monde. C'est pas tout à fait marginal. 1,3 million de familles. 1 million 3. D'accord, de familles. Alors, je crois qu'il est question d'imposer les familles plutôt les plus aisées. Est-ce que ce n'est pas normal, finalement, ce temps de crise où il faut bien boucher les trous? Il faut boucher les trous, bien sûr, on y reviendra sans doute. La vraie question qui se pose, c'est pourquoi, pour des trous de la politique familiale, on appelle seulement les familles qui ont des enfants? Qu'en pensez-vous? Écoutez, moi je crois que, d'abord, la première chose qu'il faut dire, c'est que on ne fait pas des enfants pour avoir des allocations familiales. Je veux dire, puisque nous sommes sur une chaîne chrétienne, quand même, les enfants, c'est considéré comme un don de Dieu, et c'est pour essayer de répondre au commandement de croître et de se multiplier qu'on fait des enfants. Après, enfin, si on dit l'État aussi nous que ça aide... n'aura aucune incidence, ces changements, apparemment, ça n'a aucune incidence Alors, sur la natalité. Hein. Si l'État, c'est la collectivité locale, collectivité aide les familles à élever leurs enfants, tant mieux. Tant mieux. Mais ne disons pas que ça risque... Enfin, en tout cas, c'est pas grâce aux allocations qu'on fait des enfants. Je veux que les choses soient claires. Hein. Alors après, il y a la façon dont une collectivité nationale s'organise pour soutenir les familles. Et c'est dans ce cadre-là que doivent être repensées les mesures qui ont été prises. Alors, est-ce que pour vous, ça fait partie de ce qu'on appelle la politique familiale, ou bien ça déborde un peu plutôt sur une politique sociale, ces ajustements? Alors, si vous voulez, clairement, nous sommes au cœur de la politique familiale. Le déficit, en fait, il n'existe pas. Ce déficit, il a été il est de constitué... 6 ou 7 millions, non? La branche famille, c'est bien ce qu'on nous raconte? Enfin, non, c'est plus que ça. C'est en fait, il y a 2 milliards en fait, de trous. Mais ce trou, en fait, il vient d'un transfert de 4 milliards de la branche vieillesse, c'est-à-dire de la caisse qui paye les retraites aux Français, et qui a été transféré à la branche famille, parce que ces 4 milliards correspondent en fait au supplément versé de 10% versé aux retraités qui ont eu plus de 3 enfants. Et donc, on est bien au cœur en fait d'une solidarité nationale autour de la thématique en fait de la natalité. La question est donc bien
Est-ce qu'il y a une dynamique en France qui est accompagnée? Je suis d'accord sur le fait que les allocs ne font pas la natalité, mais évidemment, le revenu, la projection du revenu dans les familles est un facteur tout à fait clé dans la décision en fait, d'accueillir ou pas un enfant. On ne se jette pas non plus à l'eau sans avoir mis le pied dedans pour voir si la décision était raisonnable. Donc je crois que la plus grande préoccupation en fait, que cette évolution est en train de faire apparaître, c'est que la prévisibilité dont les familles ont besoin pour s'engager dans 25 ans, 30 ans d'aventure, aujourd'hui elle est battue en brèche par le quotient, mais aussi peut-être sur cette fameuse universalité, puisque dans le fond, on en parle, on en reparle, c'est donc qu'un jour ça va sauter. Vous parlez donc des allocations familiales, là ? Exactement. Ça va finir par... C'est l'ensemble en fait de l'institution française autour de la politique familiale qui est en réalité fissurée. Est-ce que vous pensez que l'État avait un autre choix? Parce que les trous, il faut bien les boucher, sinon ça coûte toujours plus cher. Je crois tout à fait que cette mesure s'inscrit dans un cadre plus global de réduction des déficits. Et ça, c'est une contrainte. Je veux dire, les familles savent que quand on est en déficit, il faut payer ses dettes. Enfin, je dirais, Alors après, il y a des questions d'arbitrage. Et j'ai l'impression que dans ces arbitrages, le gouvernement fait un peu ce qu'il peut en essayant... Alors on peut dire, est-ce qu'il tape trop sur telle ou telle partie? Ça, on peut le dire. Mais ça rentre quand même dans une politique globale d'essayer de réduire les déficits. Et ça, bon, je veux dire, on est tous d'accord qu'il faut le faire. Hein. Alors, si on regarde d'un peu plus près, je crois que c'est un foyer sur deux en France ou un Français sur deux, je ne sais plus, qui est imposé. Et c'est parmi eux, ça veut dire que c'est toujours les mêmes sur lesquels on tape en fait pour faire payer. Donc, je crois qu'on met le point sur le vrai sujet. C'est-à-dire, le sujet n'est pas faut-il réduire le déficit. Le sujet, il est qu'il y a une telle multiplicité en fait de déficits en France que c'est bien l'organisation générale, c'est ce que l'on appelle les réformes structurelles de la France qu'il faut penser dans leur ensemble. C'est quand même curieux, pour illustrer mon propos, qu'on ait choisi de gérer juste ces 2 petits milliards de la branche famille, le plus petit déficit français. Plutôt que, alors que ce déficit est créé par en fait la branche retraite, plutôt que gérer ce problème dans le dossier d'ensemble des retraites, qui est un dossier très important sur lequel il va falloir passer du temps. Pourquoi diable a-t-on voulu taper pile sur ce petit déficit qui est celui de la branche famille? Vous amenez ma question. Est-ce que tout simplement, est-ce qu'on ne va pas finir par donner raison à ceux qui pensent que décidément l'État veut contre les familles avec le mariage pour tous, à un moment les allocations familiales qui vont baisser, finalement c'est le plafond du quotient familial. En gros, est-ce qu'aux AFC, on est en train de se dire « Ouh là là, c'est le temps de sortir le glaive, le bouclier, et puis on va défendre notre dernier précaré » Le problème, c'est sans doute faut-il défendre la famille, mais la défendre contre qui? Je crois qu'on aurait tort de politiser en fait l'agression contre la famille. Je crois qu'il y a un problème. Alors bien sûr, il y a des idéologues qui sont plus ou moins à l'œuvre suivant que c'est la droite, la gauche, etc. Mais le cœur du sujet, il est dans la relation sociale qu'on veut établir autour de la famille. Est-ce que la famille, c'est quelque chose qui concerne tout le monde? Ou est-ce que la famille, c'est simplement un choix individuel? Tu as choisi d'avoir 3 enfants, tu assumes, comme on dit. Et ben, je pense qu'en fait, pendant longtemps, la France a élaboré la politique familiale autour d'une notion de solidarité d'ailleurs qui était verticale, c'est-à-dire sociale, mais également horizontale. Aujourd'hui, en fait, la solidarité, elle est en train de voler en éclats. C'est une vraie question qui se pose, sur laquelle il faut que chaque Français, qu'il ait ou pas des enfants, il faut qu'il s'arrête. Parce que, en particulier, l'exemple de la retraite est là pour l'illustrer. La retraite, c'est les enfants qui nous la payent. Et donc, il y a une solidarité économique extrêmement facile à percevoir qui est les enfants de ceux qui acceptent ou choisissent d'avoir des enfants sont ceux qui vont payer la retraite de tous. Alors Antoine Nuis, qu'est-ce que dans Réforme on a à dire là-dessus? Dans Réforme, en tout cas, les questions de solidarité, les questions de famille, les questions de fiscalité, c'est des questions qu'on aborde très, très régulièrement. Et là où je suis assez d'accord avec vous, c'est que le grand dossier qui va nous attendre, c'est bien celui des retraites, je veux dire, et celui du financement des retraites. Mais, je dirais, la question du financement des retraites concerne aussi les familles, parce qu'après tout, les familles, nous avons des enfants, mais nous avons aussi des parents. Et je dirais que la solidarité, ça se joue vis-à-vis de ceux qui nous suivent et aussi vis-à-vis de ceux qui nous précèdent. Donc le prochain dossier, ça va être les retraites. Vous êtes déjà fourbi vos armes? Certainement, certainement. Je pense que c'est un dossier, comme vous le dites, en réalité, il n'y a pas les familles avec enfants et les familles sans enfants.
il y a des familles françaises. Et il faut que ces dossiers-là, on les traite tous ensemble. Il n'y a pas une communauté de celle des familles avec enfants. Ça serait vraiment une erreur majeure, en fait, que de diviser la France comme ça. Et face aux difficultés qui sont réelles pour la France, je crois qu'il y a un enjeu qui est bien d'assurer un avenir avec de la visibilité. Et cet avenir, il n'est pas simplement allocataire. C'est à ce titre-là que je pense que, y compris les familles avec enfants, devront faire des efforts, mais pour autant qu'on dessine un chemin. Ce chemin, il est, est-ce que demain, mes enfants auront une éducation qui leur permettra d'avoir une situation professionnelle? Est-ce que la France aura une compétitivité suffisante pour assurer du travail, et du travail pour tous, pas simplement à ceux qui auront fait Polytechnique, mais également à ceux qui vont habituellement travailler à l'usine? Est-ce que la France aura une politique qui permettra à chacun de se loger pour un prix raisonnable? Eh bien, encore beaucoup de questions à régler. Je vous remercie, messieurs, pour cet échange. Merci à toute l'équipe pour cette édition et merci à vous, téléspectateurs, pour votre fidélité. Vous pourrez retrouver l'intégralité de ce magazine sur le site internet de KTO. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit.